bienvenue pour ce nouveau numéro de Livre-toi, le magazine du livre et de l'actualité culturelle. Nous sommes à Martelange, chez Franz Clément. Ce sociologue, docteur en sociologie, diplômé du Conservatoire des Arts et Métiers de Paris, travaille à Esch-Bellewalle pour le CEPS. Il écrit aussi des romans. L'âme du Nord, son premier roman, est paru chez Éole, et le dernier roman, tout récent, est paru aux éditions Percé. Amour, amitié et mystère constituent la trame de ce récit paru aux éditions Percé, La profanation de Saint-Denis. Franz nous attend dans le salon d'à côté. Merci Franz Clément de nous accueillir chez vous, à l'occasion de la sortie de votre deuxième roman. Quel était le premier? Alors le premier s'appelait L'âme au Nord, et si mes souvenirs sont bons, il est paru en 2003. Alors, quelque part, vous écrivez, je pense que c'est dans l'émission que Savina de Jamblin vous avez consacrée, la vie ne vaut vraiment la peine d'être vécue que si l'on fait autre chose que manger, boire et dormir. C'est votre modèle, ça? Oui, je pense, disons, qu'on doit, dans la vie qu'on mène, léguer quelque chose à la société. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des œuvres littéraires, ça peut être des peintures, mais je pense, disons, qu'on ne doit pas rester toujours des individus passifs en attente de quelque chose. Dans ma philosophie de vie, j'aime bien, disons, que l'on puisse vraiment donner quelque chose aux autres et éventuellement laisser ce quelque chose pour la postérité. Les héros de ce roman sont empreints de cette philosophie de vie, hein? Oui, ce sont essentiellement, je vais dire, deux jeunes de 19 ans qui sont, je pense, des adolescents, enfin des grands adolescents, peut-être des préadultes qui ont beaucoup de générosité en eux et qui essayent sans doute aussi de léguer des choses à la société, certainement. Au fond, la trame du roman, qui commence au début des vacances, tourne au vinaigre rapidement, parce que là, on ressent le conflit intergénérationnel avec les grands-parents. Tout à fait. Donc Michael, qui est le héros principal, qui a 19 ans, entre très rapidement en conflit avec son grand-père. Il faut dire que ce sont deux personnages radicalement différents. Le grand-père a, disons, un certain prestige, il a été professeur d'université, il a une étiquette qu'il aime bien tenir, et Michael est plutôt, je dois dire, un peu l'adolescent révolté qui aime le sport et les amusements, et on voit très rapidement que le courant ne passe pas entre les deux. Je voudrais qu'on parle de Steph, qui est le pote d'enfance de Michael. Alors Stéphane, disons, c'est quelqu'un, je dirais, qui est un petit peu dans la même trame que Michael. C'est aussi un adolescent plein de générosité, qui aime beaucoup les amusements, le sport, le football. Et alors... et l'informatique. Hein. Et l'informatique, ouais. En effet, puisqu'il étudie l'informatique à Charleville. Mais c'est surtout grâce à ses talents d'informaticien qu'on va commencer à percer ce fameux secret. Google Earth. Google Earth, tout à fait. Ouais. C'est ce fameux programme de photographie du monde par satellite. Stéphane va en effet, disons, utiliser ce programme pour tenter de découvrir de très curieuses plantations qui se trouvent dans la forêt, qui ne sont pas dues au hasard et qui ont été vraiment très bien étudiées déjà il y a très longtemps, il y a 200 ans. Entrons dans votre roman, Franz Clément, La profanation de Saint-Denis. La quille jusqu'à la prochaine rentrée, les vacances, comme chaque année depuis longtemps, elles commencent par 2 semaines chez mes grands-parents. Je leur dois bien ça, les pauvres. Je ne les vois pratiquement jamais et ils sont toujours super heureux de recevoir leur petit-fils. Randonnée en forêt, nuit à la belle étoile, bronzette au jardin, bain dans la rivière, foot le dimanche avec les jeunes du village et tous les soirs, la bonne soupe, bonne maman. Rituel immuable. Au début du séjour, ça va plus ou moins bien. Puis,
4 jours après, la lassitude s'installe. Mais il ne faut rien dire et se contenter d'avaler, de déglutir sans broncher et toujours complimenter. Soit. Cette année, il y a un plus. Amina est invitée chez les ancêtres. Je m'ennuierai moins. Elle m'accompagnera en balade. On fera un peu de tourisme dans les patelins de la région et le soir, cric-crac. Les vacances débuteront dans la bonne humeur, d'autant qu'en ce début juillet, le soleil se montre généreux. Et puis 3 interminables semaines à gagner durement et péniblement ma vie d'étudiant. Retour à Carrières-sur-Seine, où j'entraînerai les gamins au foot, au hand, au volley, au rugby, au basket, dans le hall sportif de la ville. Puis un comprimé de barbecue, et même 2, et ce sera la descente dans le midi avec Amina et les copains, Bagneuses, Collioure, Argelès, les plages, et le soir. Puis septembre arrivera avec son cortège de cahiers dans les supermarchés, ses rayons de couleurs pour les mômes, le retour à la fac de Nanterre où Amina loge, moi pas. Je suis encore assigné à résidence chez mes vieux, en plein Carrière, officiellement faute de blé pour me payer un logement sur place. Je peux aussi les comprendre. Nanterre est à 2 pas de Carrière. En réalité, mes parents ont une frousse bleue que je ne passe mes jours et mes nuits à faire la Java au lieu d'étudier. Heureusement, j'ai pu rapidement trouver une seconde résidence sur le campus, la Villa Amina, où presque tous les soirs. Suite dans le roman. La profanation de Saint-Denis. Et il sera question, le petit-fils Mika découvre dans la forêt un château. Qu'on ne débusque pas, a priori, personne dans la région ne le sait. C'est un château en effet très mystérieux, auquel on ne peut accéder que par des sentiers minuscules qui ont été très bien étudiés après la Révolution française. Et il y a même au-dessus de ce château un grand physicien américain qui a imaginé une toiture tout à fait spéciale faite de rayons lumineux verts qui imitent les arbres et les sapins qui sont autour, afin qu'on ne puisse pas découvrir le château depuis le ciel. Oui, et cependant, l'intelligence informatique de Steph va permettre... lui non plus ne croit pas à l'existence de ce château. Non, en effet, puisqu'il a visionné donc les photos de la forêt de Saint-Denis sur Google Earth et le château n'apparaît pas. C'est une fois qu'ils vont entrer dans le château tous les deux que l'explication leur sera donnée. Ils ont mis tous les deux au courant Amina, qui est arrivée chez les grands-parents et qui se tient bien, parce qu'elle a tout de suite compris qu'il fallait bien se tenir en ce domaine. Steph découvre par Google Earth l'existence de ce château. Et il y a même, à la page 56 de votre roman, le schéma du centre de la forêt de Saint-Denis, obtenu par Stéphane à partir de Google Earth. Vous voulez bien commenter Oui, tout à fait. Donc, en gros, c'est une plantation qui a été faite juste après la Révolution française, où on va découvrir, en effet, tout d'abord un trident qui représente, par analogie, le trident du dieu Neptune que l'on trouve à Versailles, sur le bassin d'ailleurs du même nom. Et puis on trouve 3 ailes d'oiseaux dans lesquelles sont dissimulés en réalité de minuscules sentiers qui permettent d'arriver à ce château. Les sentiers sont destinés en quelque sorte aux promeneurs extérieurs qui doivent se rendre au château dont ils connaissent l'existence, alors que le trident, lui, sert essentiellement à livrer ce qui se trouve à l'intérieur du château, des denrées, des meubles, etc. Donc il fallait concevoir en quelque sorte des chemins un petit peu plus larges pour faire les livraisons, mais surtout des sentiers minuscules pour éviter qu'on ne découvre tout de suite le château. Amina va sentir, c'est plutôt de l'intuition féminine, je dirais, et alimentée par les relations qu'elle a avec la grand-maman. Il y a de belles pages émouvantes, et elle rédige un journal intime dans lequel, à un moment donné, elle fait référence à ce qu'elle a vécu pendant la journée, et tout de suite, elle s'interroge sur la personnalité du grand-père. Et sa question, c'est qu'est-ce qu'il peut bien protéger et cacher, celui-là?
En effet. Amina est quelqu'un qui a une forte intelligence, beaucoup plus que Michael d'ailleurs, et qui a énormément d'intuition. Elle se doute tout de suite en arrivant qu'il se passe quelque chose de bizarre dans cette maison, et surtout que le grand-père cache des vérités. En effet, on l'apprendra d'ailleurs par après, le grand-père joue un rôle direct au sein de cette fameuse secte monarchiste dont il essaye pourtant de protéger l'existence et de taire véritablement le secret, mais Amina va se rendre rapidement compte, quand elle le voit hésiter, balbutier, se mettre en colère, elle va rapidement se rendre compte que le grand-père joue un sale rôle dans l'histoire. Rejoignons le journal d'Amina. Samedi 9 juillet 2011, il est 20h15 et les garçons ne sont pas rentrés de leur randonnée en forêt. Je suis fort inquiète. Vers la fin du dîner, j'ai prévenu le grand-père de Mike que je comptais appeler la gendarmerie s'il n'était pas rapidement de retour. Il est subitement rentré dans une rage folle. Vous n'y songez pas! Et notre réputation, que va-t-on dire de nous? Et de Michael? Que c'est une poule mouillée? Vous me laisserez faire et vous n'appellerez personne. Pourquoi? C'est quand même son petit-fils. Pourquoi tant de mystère autour de cette histoire de château? Je sens que les choses m'échappent. Il règne un curieux climat dans cette maison depuis que je suis arrivé. Quoi qu'il advienne, si à 22h Mike et Steph ne sont pas rentrés, j'appellerai les flics, que ça plaise ou pas. La grand-mère, elle n'a pas dit un mot. Son mari semble dévoré d'autorité. Rien en plus ne doit perturber sa petite vie pépère. Je sens une hargne contre Mike qui le dérange dans ses habitudes et son train-train quotidien. Et contre Stéphane aussi. Que d'horreur il n'a pas dite sur son compte. Stéphane tremperait dans la drogue? Je ne peux vraiment pas croire ça. Il m'a donné l'impression, au contraire, d'être un garçon très équilibré. Quant à Mike, il ne se drogue pas. Je le sais bien, quand même. Bonne maman m'a demandé d'aller dans un tiroir chercher un petit sécateur pour couper l'hélice à l'extérieur. Je n'ai rien dit. J'ai fait l'innocente. Mais dans ce tiroir, tout au fond, j'ai reconnu la boussole de Michael. Que faisait-elle là? Il la laisse toujours dans son sac à dos, comme il me l'a encore confirmé le soir de ma venue. Je n'ai pas confiance dans le grand-père. Je me trompe peut-être, mais quelque chose me dit qu'il cache des choses à Mike en ce qui concerne cette histoire de château. Le grand-père, lorsqu'il évoque l'affaire, n'a pas l'air net. Il tremble légèrement de rage et semble très mal à l'aise. De là à penser que c'est lui qui a caché la boussole de Michael. Il n'y a, à mon avis, qu'un pas. Mais pourquoi? Et le mystère ne se lèvera pas. On ne lèvera pas le mystère pour les téléspectateurs, parce que la lecture de votre roman en perdrait du suc. Je marque un silence parce qu'il y a plein de petites anecdotes qui flairent l'expérience que vous avez avec un mandat politique. Ah oui, c'est juste. Pour moi, c'est une autre vie, ça appartient au passé. Mais en effet, le grand-père de Michael est adjoint au maire de Saint-Denis, dans le département des Ardennes. Et c'est une fonction à laquelle il est terriblement accroché. On sent qu'il a besoin d'être réélu à cette fonction, parce que ça lui permet véritablement de faire la pluie et le beau temps, on le craint même dans le village, et surtout ça lui permet d'être infiltré dans des sociétés de chasse, de gérer les bois, et surtout de faire en sorte qu'on ne s'approche pas trop près de ce fameux château. De ce fameux château. D'où c'est ce besoin qu'il a de continuer cette fonction d'adjoint au maire. Vous n'avez pas eu ce besoin? Oh, pas du tout. Non, c'était une passion dans laquelle, je dois dire, je n'ai pas eu la foi. Je pense que pour pouvoir durer dans les choses, il faut avoir la foi, sans que ça ne devienne forcément un sacerdoce, mais en tout cas, moi, je n'ai pas eu la foi dans la politique. C'est pour ça que j'ai abandonné relativement vite, je dois dire. La profanation de Saint-Denis, c'est aux éditions Percé. Merci Franz Clément pour ce roman qu'on lit d'une traite. La fin, j'étais heureux. Ça concerne le grand-père. J'étais heureux qu'il ait le courage, tout en étant lâche, de faire ce qu'il a fait. Mais vous ne le saurez pas, spectateur fidèle de l'émission Livre-toi. Pour ça, il vous faut lire le livre.
À bientôt. À bientôt, merci Jean-Pierre, merci bien. Impec. Bien la phrase. C'est dans la boîte. Parfait.